Alors, nous sommes très contents de voir que vous êtes déjà si nombreux connectés ce soir. Donc, je me présente, je suis Charline Franmi, je suis responsable de projet sur les soins de support et le lien ville-hôpital au réseau Onco-Normandie. Je suis accompagnée de Lisa Falquero, qui est chargée de mission à mes côtés. Et donc, je vais faire une rapide introduction et puis laisser la parole aux intervenants qui sont avec nous ce soir. Mais je profite de quelques minutes pour vous informer que ce webinaire donc est enregistré. Il sera donc ensuite accessible en replay. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation qui s'affiche pour nous tous sur le côté. Nous y reviendrons lors des temps d'échange, donc après l'intervention du docteur Forestier, et puis en fin de webinaire pour qu'on puisse répondre à vos questions. Du coup, l'objectif de ce webinaire, c'était bien d'améliorer la prise en charge des patientes qui sont opérées d'un cancer du sein en sensibilisant au maximum les masseurs-kinésithérapeutes de la région. Vous êtes nombreux ce soir. Nous sommes très contents d'accompagner cette thématique et merci donc à l'ensemble du groupe de travail, à l'Ordre et l'URPS des masseurs-kinésithérapeutes. Et puis, je vais vous présenter maintenant les intervenants de la soirée et puis le programme. Donc, on va avoir la chance d'avoir la présence du docteur Forestier, donc, qui est chirurgien, gynécologue et scénologue au centre Henri Becquerel. Et puis, on aura les masseurs-kinésithérapeutes que vous voyez, qui sont bien installés, du coup. Donc, du coup, merci à Élise Carpentier, à Aurélie Nicole et Léo François de nous présenter aussi pas mal de choses. Donc, sur le programme de ce soir, vous aurez d'abord les différentes chirurgies du cancer du sein avec le docteur Forestier. Et puis ensuite, on reviendra sur des rappels sur le cancer du sein, l'épidémiologie, et puis les référentiels et objectifs d'une prise en charge kiné post-opératoire, et ensuite les réseaux qui sont associés là-dessus. Donc voilà, je vais laisser la parole au docteur Forestier, et vous pouvez, docteur Forestier, partager votre diaporama, et je vous laisse la parole. Ça va être le plus dur de la soirée, ça. Ça s'est bien passé tout à l'heure, normalement ça devrait être bon. J'aimerais bien, mais vous avez mon écran là? Je vois bien votre écran. Maintenant, il n'y a plus que le diaporama. Toutes mes bêtises dessus, là. Voilà, on y est. C'est parfait. Oh, je progresse, hein. C'est magnifique. Bonsoir à tous. Écoutez, c'est vraiment un honneur d'être avec vous ce soir. Écoutez, je me présente, je suis donc Frédéric Forestier. Alors, je ne suis pas gynécologue, je suis chirurgien viscéral à l'origine, mais je suis scénologue depuis au 1er novembre, ça fera exactement 21 ans que je suis au centre et que mon activité est à 95% du cancer du sein et de la reconstruction mammaire, le restant étant de la chirurgie viscérale sur les gros cancers pelviens. Alors, je vous avoue que quand Élise Carpentier est venue me voir en me disant « est-ce que tu veux bien participer à notre webinaire ?» Alors voilà, tu nous expliques un peu d'épidémio, un peu d'historique, les différentes techniques curatives, les différentes techniques de reconstruction. Puisque vous dites à vos malades, tu as 30 minutes, j'ai cru que c'était une plaisanterie, mais j'étais prête à relever le défi, et puis surtout, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je crois que c'est l'essentiel c'est l'intérêt de ce webinaire. Alors, un petit peu d'épidémio, le cancer du sein, c'est 58 500 nouveaux cas en 2018. Les derniers chiffres sont à peu près dans ces eaux-là. C'est le premier rang des cancers de la femme en France, devant le cancer du côlon et du rectum. Et puis, il ne faut pas les oublier, parce que c'est une réalité. 1% des cancers du sein surviennent chez l'homme. L'âge moyen du diagnostic, c'est 63 ans. Et dans 8 cas sur 10, les patientes ont plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'on entend dire qu'on a des cancers du sein de plus en plus jeunes, etc. Non, ça reste quand même essentiellement les plus de 50 ans, même si nous, par exemple, au centre, il y a un effet centre et on a effectivement énormément de jeunes femmes, parfois de moins de 30 ans. C'est un cancer sur lequel on a fait énormément de progrès et on observe une survie quand même de 86% à 5 ans. Il y a peu de cancers pour lesquels on soit aussi bon et 76% à 10 ans. Alors, un petit peu d'historique. Moi, j'avoue que j'adore parler de l'histoire de la médecine. Et puis, l'histoire du cancer du sein, c'est assez sympa parce que finalement, ça remonte très, très loin.
on a observé un cancer du sein chez une momie égyptienne qui a 4200 ans, par exemple. Le papyrus Ebers, qui date de 1600 avant Jésus-Christ, est un vrai traité médical dans lequel on traite du cancer du sein. Le mot cancer, d'ailleurs, a été employé par Hippocrate pour la première fois en moins 400 avant Jésus-Christ. Hérodote a rapporté un cas de traitement de cancer du sein. Et puis derrière, il y a eu tout un tas de traitements, d'excision, de cautérisation. Galien faisait des purges. Et puis, cancer du sein, le plus célèbre de l'histoire de France, c'est quand même Anne d'Autriche qui est décédée dans la soixantaine d'un cancer du sein. Sur cette illustration, on voit que finalement, dès le Moyen-Âge, la chirurgie mammaire était relativement évoluée. Une petite ficelle, on serrait bien, on prenait une bonne lame et on cautérisait. Finalement, c'est les principes de la chirurgie moderne qui commençaient à poindre. Dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert, on traite également de la mammectomie. Et alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais le gros instrument qui est en bas à droite est un mammostat. Et ce mammostat, on l'a toujours dans nos boîtes de chirurgie. On s'en sert toujours. Bien sûr, au XVIIe siècle, ces interventions se menaient dans l'asepsie la plus complète. Et voilà, ça se passe de commentaires. Plus récemment, si on parle de chirurgie moderne, en fait, pour ce qui concerne le sein, la vraie chirurgie du cancer du sein, elle a commencé en 1898 avec Alstedt. Alors, Alstedt enlevait le sein et il enlevait aussi, bien sûr, les muscles pectoraux, grands et petits pectoraux. Ça a été la seule technique pendant de nombreuses décennies, jusqu'à Paté dans les années 60, qui a modifié la technique pour respecter enfin les muscles et n'enlever que le sein. Jusque dans les années 70, on a fait systématiquement des mammectomies. Et on a vu poindre la chirurgie conservatrice que, dans les années 70. Et c'est devenu le gold standard que le jour où on a compris qu'il fallait systématiquement, en cas de chirurgie conservatrice, irradier le sein. Puis les choses ont quand même évolué. Dans les années 90, on a vu apparaître le concept d'oncoplastie, c'est-à-dire les techniques chirurgicales empruntées à la chirurgie plastique pure et adaptées aux règles de cancérologie. Et puis dans les années 2000, le ganglion sentinelle. Alors, le défi de la chirurgie cancérologique moderne, quel est-il? En fait, c'est la préservation de la qualité de vie. Il y a une étude de qualité de vie auquel on participe qui s'appelle Canto. Vous avez peut-être des patientes qui y participent. Mais c'est bien beau de guérir les malades. Encore faut-il être sûr qu'on ne leur pourrit pas leur qualité de vie. Et ça, c'est un vrai sujet. Le respect ou la restauration de l'image corporelle, ça date pas d'hier, c'est très à la mode en ce moment, notamment avec une grosse poussée de la reconstruction mammaire immédiate. Proposer sans imposer, ça c'est toute la médecine qui évolue vers là. Et quelque chose qui est capital, il ne faut surtout pas retarder les traitements adjuvants. Alors de nos jours, qu'est-ce qui reste finalement des indications, des tergiversations? En fait, le geste sur le sein, il dépend essentiellement du volume de sein sur le volume de tumeur. Quelque chose qui est encore prégnant, c'est la notion de marge de sécurité. Ces marges de sécurité, elles sont responsables de 15 à 20% de reprise chirurgicale. Ce n'est pas qu'il y ait une erreur, c'est qu'on est sûr de nos marges de sécurité que sur l'analyse définitive, malgré le fait qu'on fasse un examen extemporané systématique. Les techniques oncoplastiques, elles nous ont permis de pousser jusqu'au bout le traitement conservateur. Et globalement, si on veut un résultat esthétique correct, il ne faut pas aller au-delà d'un quart du sein. Et puis, année après année, on s'aperçoit qu'il y a une désescalade sur le creux axillaire et je vous en parlerai plus loin. Alors, la chirurgie curatrice conservatrice, c'est les tumorectomies. Vous croisez aussi zonectomie, quadrantectomie, mammectomie partielle. Tout ça, c'est pareil. Les règles de cette chirurgie conservatrice, elles sont simples. Il faut enlever la tumeur et les marges de sécurité. Ça a beaucoup évolué. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé au centre, il fallait presque 1 centimètre autour des tumeurs. Maintenant, pour l'infiltrant, il faut passer en marge saine et pour l'in situ, 2 mm, ça suffit.
le quart du sein, je vous l'ai dit, si on veut vraiment quelque chose d'acceptable, il ne faut pas aller au-delà. Et puis, on peut maintenant faire des traitements conservateurs sur des lésions multifocales. Ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps, mais à une condition, c'est qu'elles soient résécables en monobloc et bien sûr représenter moins d'un quart du sein. Enfin, on a beaucoup recours à l'oncoplastie, peut-être même un peu trop, notamment leur indication se discute sur des seins volumineux et graisseux. On fait parfois pire que mieux. Ça, c'est un petit dessin pour une petite illustration pour illustrer le traitement conservateur. On va donc de la peau au muscle, le but étant d'enlever un cube de glande avec, dans l'idéal, la tumeur bien centrée au milieu, avec les marges de sécurité. La chirurgie curatrice radicale, c'est la mammectomie. Les indications, c'est quand le volume de tumeur sur le volume de sein n'autorise pas un traitement conservateur. On fait parfois des chimiothérapies néoadjuvantes à visée conservatrice, mais pour cela, il faut quand même que la tumeur ait des facteurs de chimiosensibilité. Parfois, sur des grosses tumeurs, on ne va pas proposer de chimiothérapie néoadjuvante parce que de toute façon, on n'a aucune chance de voir fondre la tumeur. Il faut vraiment qu'il y ait des critères qui nous fassent penser qu'on a une chance que ça réponde pour qu'on fasse cette chimio néoadjuvante. Les lésions multicentriques, c'est-à-dire dans des cadrans différents, ça reste une indication de mammectomie. On les fait à la demande de la patiente, parfois, et même souvent. Le cancer du sein inflammatoire reste une indication de mammectomie. La récidive aussi. Alors, il y a des options qui sont en train de sortir de tumorectomie sur sein irradié. Ça reste vraiment des options. Et c'est vraiment, ça reste une règle. Un sein qui a déjà été irradié ne peut pas être réirradié, sauf exception. Donc, la récidive, c'est une mammectomie. Les prédispositions héréditaires également. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. On ne va pas s'échiner à garder un sein sur lequel il y a un risque majeur de récidive. L'homme, cancer du sein chez l'homme égale mammectomie. Et puis, je vous l'ai mis entre parenthèses, mais c'est parce que ce n'est pas de la chirurgie curatrice, mais on fait aussi énormément de mammectomie prophylactique. Alors, en ce moment, à le vent en poupe, la reconstruction immédiate. Certains voudraient même en faire un indice de qualité. Oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis oui et non un peu plus loin. Alors, le principe de la mammectomie, je vous explique que la mammectomie simple. Il y a différents types de mammectomie, conservation de l'étui cutané, avec PAM, sans PAM, enfin bref. Ça, c'est la mammectomie simple. On enlève donc la partie centrale en quartier d'orange qui enlève, dans ce cas-là, la plaque aréolo-mamelonnaire. On décolle la peau en regard de la glande, on décolle la glande en regard du muscle pectoral et on referme une berge avec l'autre. Ce qui manque à ce schéma, c'est nous, on met un drain. Les complications, que ce soit la chirurgie conservatrice ou la chirurgie radicale, c'est essentiellement le risque hémorragique, avec l'arrivée d'hématomes qui peuvent parfois être volumineux, notamment dans les loges de mammectomie. Le sepsis, comme n'importe quelle chirurgie. On peut rencontrer des difficultés de cicatrisation chez les patients diabétiques, tabagique. Le tabac et chirurgie mammaire, ça fait très très mauvais ménage. Et puis quand il y a un antécédent déjà d'irradiation, sinon en l'absence de difficulté de cicatrisation, au 3e jour, le pansement est retiré et la cicatrice est à l'air. Les douleurs périopératoires sont gérées au centre par de l'anesthésie multimodale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos anesthésistes proposent aux patientes des blocs. Alors, c'est soit un bloc paravertébral à côté de la colonne vertébrale dans le dos, soit un PEX bloc, c'est-à-dire entre les deux muscles pectoraux, et endorment ensuite les malades. Il y a 3 intérêts à ce bloc. Le premier, c'est que on utilise finalement moins de morphine en cours d'intervention, donc les malades se réveillent moins nauséeux et moins dans le pâté que quand c'est une anesthésie générale pure. Ça nous a permis de développer énormément la chirurgie ambulatoire.
L'autre intérêt, c'est que douleur périopératoire dans les 24 premières heures, nos malades n'ont pas mal, et que justement, comme cette douleur aiguë périopératoire n'est pas là, et elle ne va pas s'imprimer comme une image sur le cerveau de nos patientes qui vont nous servir sous forme de douleur chronique. Il faut savoir que la chirurgie mammaire est une grande pourvoyeuse de douleurs chroniques, et depuis une dizaine d'années où on fait ces blocs, on a vu s'effondrer le taux de douleurs chroniques chez nos malades. Les séquelles esthétiques, elles sont réelles, elles sont alors, relativement imprévisibles. En fait, ça dépend de la susceptibilité des glandes mammaires. Il y a des glandes mammaires, on peut tout leur faire, il ne se passe rien, le sein reste souple, il n'y a pas de déformation. Puis il y a des glandes mammaires beaucoup plus susceptibles qui vont faire des grosses inflammations, des indurations, des grosses cytostéatonécroses, voire des rétractions sur la cicatrice. Et c'est là qu'on a beaucoup besoin de vous. Et puis, bien sûr, on génère des brides, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. Alors, cette diapo sur la lymphocèle, c'est volontairement que je ne vous ai pas mis la lymphocèle dans les complications, parce que finalement, la lymphocèle, c'est physiologique. La région est extrêmement riche en lymphe, et donc on a des lymphocèles quasi systématiques sur les loges de mammectomie, les loges de curage, et puis une grande pourvoyeuse de lymphocèles aussi, c'est la loge donneuse du grand dorsal, hein, dans le dos, sur la zone de prélèvement. On a souvent des lymphocèles volumineuses et qui durent. Les facteurs de risque de lymphocèle, c'est le BMI élevé, et en arrondi, on sait ce que c'est qu'un BMI élevé, et puis l'hypertension artérielle. Ça ne sert à rien de prolonger le drainage. Ça a été prouvé sur une loge de mammectomie. Vous pouvez enlever votre renom à 3 jours. Si vous le gardez à 15 jours, vous aurez exactement la même lymphocèle que si vous l'avez enlevé à 3 jours, quel que soit le débit. Et c'est devenu une règle chez nous. Non seulement on ne draine pas les curages axillaires, parce que ça, il a été prouvé que ça ne sert à rien, mais en plus, les mammectomies, on ne les draine que 3 jours. Et même si le redon donne 120, on l'enlève. Et on n'a pas plus de lymphocèle de l'avoir enlevé à 3 jours que de l'avoir enlevé à 10 jours. Les ponctions de lymphocèle, on en fait énormément, bien sûr. J'ai mis volontairement, mais avec modération, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire comprendre à nos patientes que ça se résorbe lentement, et que l'intérêt de laisser une lymphocèle se résorber, c'est que la peau va se retendre. Alors, quand on ponctionne, c'est sûr que si c'est douloureux ou gênant, on le fait, bien sûr, mais la rançon de la ponction de lymphocèle, c'est que la peau ne suit pas le mouvement, et on a des grandes cicatrices, je pense notamment aux cicatrices de mammectomie, des grandes cicatrices comme des rideaux de théâtre, toutes fripées et bien fixées. Voilà, donc j'ai bien marqué ponction oui, mais avec modération. Au-delà de 2 ponctions de grand volume au centre, on dit à nos patientes digithorax pendant 15 jours pour essayer de calmer un petit peu le jeu. On rencontre bien sûr des lymphocèles chroniques, vous les voyez aussi. C'est bien souvent associé à une coque hémorragique, et il y a des indications effectivement de chirurgie si mauvaise tolérance, mais il faut savoir qu'il y a quand même un taux de récidive assez élevé. Donc parfois on essaye de ponctionner et de temporiser un petit peu, parfois ça passe et puis parfois ça passe pas, et dans ce cas-là on opère. La gestion chirurgicale du creux axillaire, elle est finalement assez binaire, hein. C'est ganglion sentinelle ou curage axillaire. Il n'y a plus du tout de gestes axillaires dans les in situ si le traitement est conservateur. Si on fait une mammectomie, pour un in situ étendu, on associe le prélèvement du ganglion sentinelle pour des raisons toutes simples, qui est que si jamais on avait la mauvaise surprise de découvrir un infiltrant dans cette plage d'in situ, n'ayant plus de sein, on ne pourrait plus faire la procédure du ganglion sentinelle. Il y a une franche désescalade depuis des décennies. On est passé de curage axillaire qui allait jusqu'à la base du cou, en passant par les selles, jusqu'à maintenant un curage axillaire fonctionnel qui est beaucoup moins morbide. Faut dire que franchement, il n'y a aucun intérêt hormis la stadification, hein. C'est un geste qui est pronostique, c'est pas du tout un geste qui est thérapeutique. Ça préviendrait de l'évolutivité axillaire, et encore, on pense que les choses ne sont pas si simples. Et en tous les cas, ça n'a aucun impact sur la survie de faire un curage axillaire. Alors, le ganglion sentinelle, le principe en est
simple. On s'est aperçu que quel que soit l'endroit où il y a une tumeur dans un sein, il y a 1, 2, 3, 4 ganglions qui sont branchés sur le lymphatique et qui sont les premiers filtres, ce sont eux les sentinelles. Les indications du sentinelle, ça reste le gold standard maintenant chez les patientes qui sont N0 cliniques et radiologiques. Ça reste pour des tumeurs unifocales de moins de 5 cm, même si parfois en RCP, on peut discuter des tailles un petit peu supérieures. Ça a été validé récemment pour les tumeurs multifocales, alors que ça ne l'était pas. Pour la petite histoire, on fait au centre des ganglions sentinelles depuis 2002. En 2002, les ganglions sentinelles, c'était pour les tumeurs de jusqu'à 1 cm et unifocales. Et on faisait des curages axillaires complémentaires à la moindre cellule dans le sentinelle. Tout ça a beaucoup évolué. Maintenant, on fait des sentinelles pour les tumeurs multifocales. On en fait aussi en post-chimio néoadjuvante. Avant, on les faisait avant la chimio néoadjuvante. Maintenant, c'est validé. On les fait en même temps que le traitement de la tumeur après la chimiothérapie néoadjuvante. Et puis, s'il commence à y avoir des options, alors sur le sein déjà opéré, notamment je pense aux patientes qui ont eu des réductions mammaires, ça a été une contre-indication, mais maintenant c'est validé. Et puis en option, dans le dernier référentiel qu'on vient de discuter, en option, éventuellement, on pourra peut-être faire sentinelle après sentinelle sur déjà irradié. Mais ça restera une option, il ne faut surtout pas le retenir comme une indication majeure. Et puis enfin, chose aussi, pour un ganglion d'atteint, on peut, si on est sûr qu'il n'y en a qu'un, proposer un sentinelle. Il n'y a pas si longtemps, juste quelques cellules micrométastases dans un sentinelle justifiaient un curage complémentaire. Là, on en est à un ganglion atteint, on ne fait pas de curage complémentaire. La technique en est simple. Le marqueur, c'est du technétium 99. On l'injecte en périaréolaire. Ce technétium va migrer le long des lymphatiques et on fait une lymphoscintigraphie. Vous avez donc sur le cliché de droite, à gauche, la patiente de face, les bras en l'air. On voit qu'il y a un ganglion sentinelle dans le creux axillaire gauche. Et sur la partie de droite, là, on voit que c'est la patiente de profil et on voit donc ce ganglion sentinelle. On a cette injection, elle est pratiquée la veille de l'intervention et nous, le lendemain, on a un compteur Gégère et on va repérer les ganglions qui ont capté la radioactivité du traceur et qui ont éventuellement capté le colorant, que ce soit du bleu pentaté ou du charbon, ça dépend si on a repéré ou pas la tumeur. Le curage axillaire, je vous l'ai dit, on en fait de moins en moins. Il faut qu'il y ait plus d'un ganglion atteint ou éventuellement un échec de la procédure du ganglion sentinelle. On le garde quand même pour les tumeurs localement avancées, T3, T4. Le cancer du sein inflammatoire reste une indication de curage axillaire. On fait 2 ou 3 étages de Berg selon le bilan radiologique préopératoire ou les constatations péropératoires. On palpe toujours le 3e étage de Berg, c'est-à-dire au-dessus du muscle petit pectoral. Si on palpe des ganglions suspects, on va aller curer le 3e étage de Berg. Sinon, le curage axillaire classique comprend le 1er et 2e étage de Berg, c'est-à-dire que les limites, c'est la veine axillaire en haut, en externe, le pédicule du grand dorsal et en interne, le nerf du grand dentelé, le nerf de Charles de Bell. Il y a des séquelles fonctionnelles, certes. Je reviendrai en fin de topo sur ce qu'on dit nous maintenant à nos malades, parce que quand même, on est beaucoup revenu sur des décennies de conseils, mais les séquelles fonctionnelles, notamment sur la mobilité de l'épaule, elles sont réelles. Nous, en tant que chirurgiens, on en a parfaitement conscience. Voilà. Le lymphœdème, il est présent, le lymphœdème du membre supérieur, dans 20 à 30% des cas. Ce n'est pas négligeable non plus dans les sentinelles. Il y a 7% de lymphœdème post-sentinelle. Voilà. Cette diapo, c'était vraiment très rapide pour vous donner un petit peu l'état des lieux au centre. Ça, c'était en 2021. On fait un peu plus de 800 nouveaux cancers du sein par an et un peu plus de 600 reconstructions. Alors, la reconstruction mammaire, on pourrait en parler pendant 3 jours. Donc, il a fallu que je fasse simple. Alors, pour faire simple, il y a 3 grands types de reconstruction mammaire. Il y a le type avec prothèse, le type lambeau et le type lipophilie. Les prothèses, selon que la reconstruction va être immédiate ou différée, on peut passer
par la pose d'un expandeur, hein, c'est-à-dire une prothèse gonflable. Et il faut savoir que maintenant, depuis 3 ans, nous n'avons plus que des prothèses lisses, rondes, puisque vous n'êtes pas sans savoir, ça fait suffisamment de foin dans les médias, que les prothèses anatomiques dites texturées ont été retirées du marché, puisqu'elles sont soupçonnées d'entraîner une sorte bien particulière de lymphome, qui est le lymphome anaplasique à grandes cellules, que les experts qui s'étaient réunis quelques mois auparavant, avant que Élise Lucet mette son nez dedans, avaient dit, écoutez, c'est exceptionnel et c'est un risque qu'on peut considérer comme acceptable, et que pour la première fois, l'ANSM est allée au-delà des recommandations des experts et nous a interdit les prothèses texturées. Alors, on n'a plus de prothèses anatomiques lisses. On les a plus d'abord parce qu'on est le seul pays au monde à demander ça. Donc, les producteurs de prothèses nous disent vous êtes bien mignons, mais voilà, avant qu'on remette en production des prothèses, rien que pour vous, il va se passer un petit peu de temps. Accessoirement, il s'est passé le Covid aussi entre-temps, donc les choses ne bougent pas beaucoup. Et puis, ça existait. Moi, il y a 20 ans, j'ai posé des prothèses anatomiques lisses. Le problème, c'est que les dames, elles se couchaient avec une projection en bas le soir, elles se réveillaient le matin avec la projection sous la clavicule. Ça, c'était déjà assez gênant. L'autre chose, c'est qu'on sait que les prothèses lisses font un peu plus de coque que les prothèses texturées. Mais voilà, tout ça pour vous dire que côté prothèse, en ce moment, on n'est vraiment pas à l'aise et que du coup, il n'y a plus vraiment de reconstruction prothétique pure, c'est souvent des reconstructions mixtes, c'est-à-dire prothèses qu'on considère comme une base de travail et puis on finit le travail au lipofilling pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à un sein. Les reconstructions par lambeaux, il y a 2 types. Il y a les types des lambeaux pédiculés. Il y a bien sûr historiquement le plus fréquent, c'est le grand dorsal. On a fait aussi pas mal de trames. Et puis voilà. Il y a les lambeaux libres, c'est essentiellement le dieppe. Il y a des équipes qui font gracilis, etc. Mais nous, au centre, on ne fait que du dieppe. On a fait bientôt une 30aine de dieppe et ça se passe plutôt pas mal. Alors, il y a 2 grands types de reconstruction mammaire, bien sûr. La reconstruction mammaire différée. Alors, la reconstruction mammaire différée, il faut respecter un délai de 12 mois minimum s'il y a eu une radiothérapie. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de délai maximum. Je l'ai l'habitude de dire à mes malades, il n'y a pas de délai de péremption. Vous n'êtes pas trop vieille, pas trop, voilà. Donc, n'hésitez pas. L'avantage, c'est que quand même, on a le temps de préparer la patiente. C'est quand même une décision qui est compliquée. On s'impose des interventions multiples. Et puis, ça donne le temps à la patiente de faire le deuil de son sein, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est une vraie mutilation, une mammectomie, et voilà, c'est un deuil à faire, et que ça permet aux patientes de cheminer un petit peu. Et surtout, le principal intérêt, c'est que ça n'interfère pas avec les traitements adjuvants, et il y a un inconvénient, c'est bien sûr, il y a un délai d'attente, et puis que dans l'immense majorité des cas, on a perdu l'étui cutané. La reconstruction mammaire immédiate, je vous l'ai dit, elle a le vent en poupe. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut conserver l'étui cutané. C'est bien plus joli. Il y a un inconvénient qui n'est pas négligeable, qui est que ces patientes, elles ne font pas le deuil de leur sein. Elles sont très souvent déçues. Elles s'endorment un petit peu dans la pensée magique, on va m'enlever le sein, mais je vais me réveiller avec un sein. Et en fait, elles ne se réveillent pas avec un sein. Elles se réveillent avec une première étape de reconstruction. Voilà. L'impératif, c'est de ne pas retarder les traitements anticancéreux, et c'est un vrai problème. Nous, on est un petit peu subjugués par ce qui se passe. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des études, il y a 25% de complications dans la reconstruction mammaire immédiate, qu'on nous pousse à en faire et qu'on nous pousse à en faire un indice de qualité, ça nous laisse vraiment perplexes. Donc, bien sûr, on en fait, mais sur des patientes extrêmement sélectionnées, et notamment, sont totalement contre-indiqués les stades T4, les cancers inflammatoires, les atteintes cutanées, les patientes tabagiques, et je ne l'ai pas marqué là, mais il y a aussi les patientes qui ont un BMI supérieur à 30. La technique donc prothétique, historiquement, elle était rétromusculaire. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme loge rétromusculaire? Alors qu'elle soit complète, totalement couverte, comme sur le schéma du haut, ou qu'elle soit partielle avec des techniques en hamac, soit au fil, soit avec des demi-matrices. Mais voilà, les rétromusculaires, c'est plutôt l'ancien standard. On l'utilise encore quand l'étui cutané nous apparaît fragile. La grande mode, et on en fait beaucoup, c'est des sous-cutanés. C'est-à-dire que voilà, les labos nous ont sorti des matrices. Alors, une matrice, c'est simple, c'est un sac.
un sac, on met la prothèse dedans et on va accrocher notre sac sur le muscle, directement en sous-cutané. L'avantage, c'est que bien sûr, hein, ça fait beaucoup moins mal, ça ne se plisse pas quand on contracte son pectoral et puis c'est beaucoup plus souple. L'inconvénient, c'est que pour peu que l'étui cutané soit un peu mince, on voit les vagues, hein. Quand on part sur une reconstruction par prothèse de façon différée, il faut passer par un expandeur, hein. Donc, c'est une prothèse gonflable. Là, j'ai mis une photo d'un expandeur avec une valve déportée parce que c'est ce qu'on a en ce moment. Donc, cette patiente est mammectomisée. On lui place un expandeur déjà un petit peu gonflé. On va continuer l'expansion à raison d'une fois tous les 15 jours, en règle générale. Puis on laisse passer un petit mois entre la dernière séance d'expansion et la pose de prothèse pour ce genre de résultat. La technique de grand dorsal, c'est, je vous le disais, la technique par lambeau historique. On en a fait des centaines de grands dorsaux. Le principe est simple, hein, on va prélever le muscle grand dorsal, on va de la scapula jusqu'à la crête iliaque, et puis on pédiculise le lambeau sur son pédicule, dont on s'est assuré de l'intégrité lors de l'abord axillaire, hein, parce que voilà, sinon votre lambeau il va à la poubelle. Voilà quelques photos de la procédure du grand dorsal. Une patiente qui est installée sur le côté, un prélèvement de muscle donc, qui emporte une palette cutanée, une palette graisseuse et la totalité du muscle. On prépare donc la loge de mammectomie et puis on va tunneliser le muscle grand dorsal pour venir le mettre en place, en lieu et place du sein. L'inconvénient de cette technique, c'est quand même que il y a une grande cicatrice dans le dos et un grand décollement. Voilà donc après remodelage, et on vous apparaît aussi l'autre inconvénient de cette technique. Certes, ça apporte du tissu, certes c'est plus souple, mais il y a un effet patch qui est pas négligeable, même si on essaye de temps en temps, quand on peut, de mettre au moins la berge inférieure du lambeau dans le sillon sous-mammaire, mais c'est loin d'être possible dans tous les cas. Donc il y a cet effet patch qui est parfois gênant. On en fait maintenant très peu en première intention, on en fait actuellement beaucoup en rattrapage d'autres techniques. Voilà ce que ça donne, hein, sur une patiente qui est mammectomisée. On lui fait son grand dorsal, et puis la dernière photo, elle a eu sa chirurgie de symétrisation. Voilà un autre grand dorsal. La rançon cicatricielle dans le dos, hein, c'est des grandes cicatrices avec des fois, là on voit bien qu'il y a eu il y a eu des zones de tension manifestes. Ici, c'est un grand dorsal. Alors, je vous demande de me croire sur parole. On le voit à la cicatrice dans le dos, mais comme c'était en RMI, on n'a pas gardé la palette cutanée. Un lambeau qui a le vent en poupe, c'est le DIEP. Alors, DIEP, ça veut dire Deep Anterior Epigastric Perforator Flap. En fait, qu'est-ce que c'est que le DIEP? Le DIEP, c'est le descendant du tram. Alors, je vous montrerai après ce que c'était que le tram, parce qu'on n'en fait plus, mais on en a fait beaucoup. Le DIEP, en fait, on vient chez des patientes qui ont un petit tablier. Alors, c'est tout le problème du DIEP, c'est qu'il faut un petit tablier, mais pas trop. C'est-à-dire que les BMI de plus de 30, il ne faut pas leur faire de DIEP. Et qui ont un réseau vasculaire favorable, c'est-à-dire qu'on les explore par angioscanner avant de pratiquer l'intervention, on peut leur proposer ce lambeau, c'est-à-dire qu'on va prélever la palette cutanée, la graisse pédiculisée sur des perforantes de l'artère épigastrique inférieure, et on va venir greffer le lambeau en lieu et place du sein par microchirurgie sur la mammaire interne. Donc ça, c'est le DIEP. L'avantage, il n'y a pas de prothèse, c'est super souple, c'est super naturel. Vous prenez 10 kg, ça grossit, vous perdez 10 kg, ça maigrit. L'autre intérêt que les dames trouvent non négligeable, c'est qu'en plus, vous avez l'abdominoplastie pour le même prix, donc vous avez le ventre plat. Et puis l'intérêt par rapport au tram que vous avez sur la droite du schéma, c'est que le tram, lui, était un lambeau pédiculisé sur l'épigastrique supérieur, ce n'était pas un lambeau libre, et donc on prélevait le muscle abdominal, le grand droit,
et on remplaçait donc ce grand droit par une plaque derrière. Donc, c'était quelque chose qui était beaucoup plus lourd d'un point de vue fonctionnel. Et on a eu quelques jeunes patientes, je me souviens, il y a maintenant plus de 10 ans qu'on n'en fait plus, qui ne passaient pas de la position couchée à la position assise sans une potence. Hein. Donc, voilà, on a abandonné le tram. Et on a à peu près fait une trentaine de DIEP actuellement au centre. Voilà les DIEP. Hein. Alors, c'est sûr, c'est joli, c'est ptosé, c'est naturel. Ce DIEP-là, alors je l'ai mis volontairement parce qu'en fait, c'était un DIEP qui a un petit peu souffert en cours d'intervention. On s'est retrouvé finalement avec un volume bien trop petit par rapport au sein contralatéral. Et ben, on a associé au DIEP du lipofilling, on a symétrisé le sein droit et puis voilà, ça donne un résultat qui est tout à fait acceptable. Autre technique qui a vraiment le vent en poupe, alors on en fait énormément, c'est le lipofilling. Alors vous le verrez sous plein de noms, hein, lipofilling, lipostructure, lipomodelage, greffe adipocytaire, tout ça c'est la même chose. Le principe, il est simple, on va lipoaspirer de la graisse là où il y en a, on la centrifuge, on enlève le culot sanguin et l'huile et on réinjecte les adipocytes. Alors, ça peut venir en complément d'une prothèse. Vous voyez, cette dame avait donc un grand dorsal prothèse avec vraiment des coups de hache assez marqués au-dessus. Et ben, on a complété au lipofilling pour adoucir ces phénomènes. On en fait pas mal, hein, je vous le redis, hein, pour transformer nos prothèses rondes aussi en prothèses anatomiques, hein, c'est-à-dire que la projection, on va la finir au lipofilling. On fait énormément de reconstruction par lipomodelage seul. Alors, ça demande quelques séances, c'est des séances qu'on espace d'au moins 3 mois. On va perdre jusqu'à 50% de ce qu'on injecte en 3 mois, mais ce qui est fixé, par contre, est fixé de façon définitive. Et c'est comme le DIEP, hein, si la patiente maigrit, ça maigrit, et si la patiente grossit, ça grossit. Voilà, des gros seins, des petits seins, des mammectomies, des reconstructions bilatérales. Ça, c'est des reconstructions bilatérales avec du lipomodelage. En voici une autre, avec ensuite, alors de ce côté-là, unique, et celle-ci a eu une bilatérale avec reconstruction des plaques aréolo-mamelonnaires. C'est le résultat fini. Voilà. Alors, je vais finir rapidement en vous disant qu'est-ce qu'on dit, nous? Voilà, nous, chirurgiens, qu'est-ce qu'on dit? Et j'espère qu'on dit à peu près tous la même chose. Globalement, moi, ce que je dis à mes patientes, c'est personne ne se connaît mieux que vous. Voilà. C'est-à-dire qu'après des décennies, alors à vous dire oh, faites pas ci, faites pas ça, ah là là, votre bras il va être fragile parce qu'on a le creux, etc. Et bien tout ça, c'est tombé. Globalement, on dit à nos patientes ayez un bon maintien, en tout cas en périopératoire, ayez un bon maintien, une brassière de sport sans armature, brassière de sport qui va être gardée 6 semaines, jour et nuit, puis dans la journée, et puis les dames viennent très rapidement à de la lingerie classique sans armature. On leur autorise au bout du 3e jour les douches, eau et savon, il n'y a rien de mieux sur la cicatrice, les bains seront autorisés à 6 semaines. On leur demande de masser quotidiennement leur sein pour essayer d'assouplir les phénomènes de cytostéatonécrose et essayer de limiter au maximum les phénomènes de déformation. Je vous ai mis une petite image de locomotive parce que je leur demande de faire la locomotive avec leurs bras pour essayer de favoriser le retour lymphatique. Et puis globalement, tout est tombé. Hein, pas de piqûre, pas ci, pas ça, non, ça c'est fini. Tout ce qu'on leur demande, si vous faites des travaux, vous risquez de vous blesser, mettez des gants. Vous faites du ménage, mettez des gants. Vous faites du jardinage, mettez des gants. Si vous vous blessez, c'est pas la fin du monde, mais vous désinfectez tout de suite. C'est pas la peine de traumatiser votre médecin traitant ou votre chirurgien. Non, on ne fera pas de certificat pour pas que vous ayez de ceinture de sécurité. On met sa ceinture comme tout le monde, même si on est mammectomisé ou opéré du sein. Et puis, je crois que je suis au bon endroit. On compte sur vous, beaucoup sur vous, hein, pour la mobilisation des épaules. Le traitement des brides, on en a même post-sentinelle, on en a tout à fait conscience qu'on vous met vraiment au travail sur les brides. Le drainage lymphatique, c'est essentiellement en périopératoire, enfin en post-opératoire immédiat, c'est essentiellement thorax
et d'eau. Il n'y a plus de drainage du bras systématique, ça ne sert à rien. Et voilà, on vous demande de ne pas le faire, même si ça gonfle un petit peu. S'il y a une lymphocèle dans une loge de mammectomie, ce n'est pas grave si le bras gonfle, vous nous le rattraperez plus tard. On ne va pas rester très longtemps sans drainage, mais si on s'acharne à drainer un bras parce qu'il gonfle un peu post-mammectomie, tout ce qu'on fait, c'est qu'on alimente la lymphocèle et on ne s'en sort pas. Donc, mobilisation d'épaule, traitement des brides, et on a le temps pour le drainage lymphatique du bras, en sachant qu'il faut drainer, bien sûr, thorax et dos. Et puis, je finirai aussi par le plus important. On dit à nos patientes, faites du sport. Activité physique adaptée, oui, oui, oui. On connaît bien le rôle protecteur. Alors, on passe notre vie à avoir des patientes sportives. Enfin, on sait que le sport protège un petit peu du cancer. Notion plus récente, ça protège aussi de la récidive, et à condition de faire au minimum 4h30 de sport par semaine, c'est-à-dire une demi-heure par jour et puis un petit peu plus le week-end, on peut réduire son taux de récidive jusqu'à 50%. C'est pas anodin. Et le triplé gagnant, c'est fitness, tennis et marche nordique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai 2 questions qui ont été posées du coup sur le chat. Je ne sais pas si vous le voyez, donc je vais vous les lire. J'ose même pas y aller, j'ai peur de tout couper. J'ai peur aussi, donc c'est pour ça. Je vais vous les lire. Donc du coup, on a une première question sur donc voilà, quelle marge de sécurité pour une tumeur infiltrante? Alors, ça s'est beaucoup modifié. Pour de l'infiltrant, c'est marge saine. Voilà, il n'y a pas de marge de sécurité, il faut que juste les berges soient saines. Ok. Une autre question, combien de temps doit-on s'abstenir de drainer post-chirurgie? Alors, post-chirurgie, c'est post-mammectomie surtout. Hein. Tant qu'il y a de la lymphocèle, en fait. Tant qu'il y a une lymphocèle thoracique, il ne faut surtout pas drainer le bras. En l'absence de drainage du bras, ça ne reste pas très très longtemps, une lymphocèle. Et il faut s'échiner à drainer dos et thorax. Ouais. Pour le lymphocèle, préconisez-vous la compression après ponction? Alors oui, je l'ai dit dans mon topo, mais j'ai dit tellement de choses que nous, 2 ponctions de gros volume, c'est digithorax pendant 15 jours. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc s'il y a d'autres questions qui vous viennent, il ne faut pas hésiter à les mettre dans la conversation. Nous, on pourra les recenser, on pourra les retransmettre au docteur Forestier s'il y a besoin pour qu'on puisse vous apporter ces réponses. Je n'ai pas forcément plus de questions maintenant. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention, docteur Forestier. Merci à vous. Et puis je vais laisser la parole du coup au kiné. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on nous entend là? Oui, on vous entend bien. Merci pour la présentation pour la chirurgie juste avant. C'est un réel atout pour la soirée. Donc merci beaucoup d'être venu à la soirée. Du coup, là, vous ne voyez pas l'écran, je pense. Non, juste docteur Forestier, est-ce que vous pourriez retirer le partage Voilà, c'est parfait. Est-ce que vous voyez notre écran? C'est bon? Okay. Du coup, on nous a demandé de faire une sensibilisation. Alors déjà, Léo François, donc je suis accompagné d'Aurélie et d'Élise, donc Aurélie Nicole et Élise Carpentier. Donc on travaille tous les 3 au centre Henri Becquerel. Et on a aussi une partie, Aurélie et moi, d'activité libérale. Voilà, ça nous permet d'avoir une vision un peu globale de la rééducation, on va dire, post-chirurgie des cancers du sein. Donc évidemment, là, ce n'est pas un cours entier sur toute la rééducation, et c'est avant tout un cours qui était destiné aux kinés qui ne sont pas forcément formés, qui n'ont pas forcément fait de formation pour cette rééducation-là. L'idée, nous, ce qu'on pense, c'est que, pourriez-vous parler plus fort? Okay. Je ne sais pas si on peut...
rapprocher son. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Vous me dites si vous ne nous entendez pas. Du coup, ce qu'on disait, c'est que la présentation s'adressait plutôt à des kinés qui n'avaient pas forcément fait de formation. Et nous, on pense ici au centre que tous les kinés sont habilités à faire la rééducation post-chirurgie, donc une rééducation de l'épaule globalement, traitement cicatriciel. En revanche, c'est quand même bien de connaître les complications qui peuvent exister et dans quel cas il faut réorienter en fait vers le centre, vers le chirurgien. Effectivement, on a régulièrement des retours de patientes avec des complications qui auraient pu être vues un peu plus tôt. Donc, plus forcément, plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est pour la patiente, évidemment. Le patient. Donc, l'épidémiologie a déjà été faite juste avant, donc on ne va pas revenir dessus. On a juste ajouté les chiffres du centre. Donc, c'est sur un an, je n'ai pas l'année, ça doit être 2021. Donc, par exemple, chirurgie mammaire avec ganglion sentinelle, c'est 373 patientes. Chirurgie mammaire avec curage axillaire, 162. Et le nombre de nouvelles patientes au centre avec un cancer du sein, c'est 961. Voilà. Donc après, il n'y a pas que les patients opérés pour ce dernier nombre. On ne va pas revenir sur l'épidémiologie, on va passer assez rapidement au début. Donc le parcours de soins, vous le connaissez peut-être déjà, ce sont des patientes qui ont beaucoup d'intervenants, dont les kinés libéraux, dont je pense beaucoup d'entre vous font partie. Les soins de support, on va revenir là-dessus, on va insister là-dessus parce qu'au centre, on a beaucoup de professionnels différents qui peuvent intervenir et dont vous pouvez faire appel pour vos patientes au cabinet. Par exemple, on va revenir là-dessus, il y a des socio-esthéticiennes, des sophrologues, médecins douleurs, etc. Et donc, pour ces patientes-là, pendant vos bilans, si vous estimez qu'il y a certaines choses qui peuvent être prises en soin par ces professionnels, il ne faut pas hésiter à réorienter vers le service des soins de support du sang. On essaye d'avoir un réel suivi pluriprofessionnel pour toutes les patientes. Voilà. Et donc, évidemment, par exemple, je dis n'importe quoi, mais s'il y a une prise en charge psychologique, je dis n'importe quoi, qui doit être faite, si les résultats seront meilleurs. Enfin, notre prise en charge seule en kiné libérale, si on se cantonne juste à notre rééducation sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour, forcément, il y aura moins de résultats, notamment par exemple sur les douleurs ou des choses comme ça. Donc, on a mis un exemple de parcours de soins. Donc, évidemment, toutes les patientes n'ont pas ce parcours de soins en particulier, mais cette diapo-là, c'est pour dire qu'en fait, donc, plus globalement, vous allez recevoir au cabinet, vous recevez au cabinet des rééducations post-chirurgie. Et je pense que ça vous est tous déjà arrivé d'avoir des fois à distance des séances de rééducation après la radiothérapie ou en cas de reconstruction mammaire. Donc, les kinés qui font des rééducations autour de la reconstruction mammaire, on n'en connaît pas beaucoup et nous, on n'est pas vraiment bien formés ici pour ça. Donc, d'ailleurs, il faudrait qu'on arrive à faire un listing peut-être des kinés formés. Mais tout ça pour dire que, en fonction du moment où vous allez recevoir les patientes, il n'y aura pas les mêmes symptômes, évidemment. Petite notion, juste là, par exemple, pour la radiothérapie, pendant que j'y pense, pourquoi la kiné est hyper importante? Tout simplement, on a déjà vu des patientes, alors c'est assez rare, mais qui ne pouvaient pas faire la radiothérapie par manque d'amplitude d'épaule. Donc pendant que j'y pense, je voulais juste... Déjà, le premier objectif du kiné avant la radiothérapie, c'est vraiment la rééducation de l'épaule, récupérer les amplitudes. Ça va vraiment être le premier objectif quand vous recevez les patientes au cabinet. Du moins, nous, c'est ce qu'on dit aux patientes. Donc, hop. Alors, comme l'a dit mon collègue, je ne sais pas si vous m'entendez, comme l'a dit mon collègue Léo tout à l'heure, les patientes qui sont traitées au centre Henri Becquerel peuvent bénéficier des soins de support. Et selon leur cas, ils l'ont défini comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires tout au long de la maladie. Ils se font en association avec les traitements spécifiques contre le cancer, éventuellement mis en place. Alors, comme l'a dit Léo tout à l'heure, vous, lors de vos bilans, si vous sentez qu'un patient a besoin d'être guidé au niveau nutritionnel ou psychologique, etc., les soins de support regroupent énormément de professionnels de santé.
comme les médecins de la douleur, nous les kinés, des neuropsychologues, psychologues, socio-esthéticiennes, sophrologues, des médecins de la douleur, mais aussi de soins palliatifs. Après, on a aussi les psychiatres. On ne va pas énumérer tous les professionnels, mais ça regroupe quand même une grande multidisciplinarité de professionnels. Et c'est important, comme ça, de faire le lien entre le libéral et l'hospitalier pour vos patientes qui sont traitées au centre. Bon, là, c'est juste pour... bon. Nous, les patients, on va surtout les voir au cabinet en phase curative, mais évidemment, on n'oublie pas les patientes que vous pouvez voir. Bon, là, on ne va pas parler de cette rééducation-là, mais les patientes que vous pouvez voir en libéral à domicile, par exemple, toutes les HAD, etc., forcément, bon, là, on pas ça, mais c'est pour dire que les soins de support, ça existe du diagnostic jusqu'à la fin des traitements possibles. Voilà. Et donc, en fonction du moment où vous verrez les patientes pendant votre rééducation, les objectifs ne seront pas forcément les mêmes. Bah, évidemment, si vous avez une patiente en HAD ou autre à domicile, l'objectif, ça ne va pas être forcément la rééducation de l'épaule, ça va être plutôt une rééducation fonctionnelle. Quoi. Ça, c'est juste une parenthèse. Là, on va vraiment parler du post-opératoire des patientes qu'on voit le plus couramment. Alors, souvent, quand vous recevez les patients dans vos cabinets, on aime bien faire un lien entre hôpital et libéral. Ce lien, il se fait par la prescription médicale qui est systématique après une chirurgie s'il y a eu un curage axillaire. La prescription à la suite d'une consultation médicale ou kinésithérapique faite par nous au centre. Cette consultation, à l'issue de cette dernière, on rend toujours un compte-rendu pour vous, les kinés. On fait un petit bilan avec la patiente et après, on établit un bilan qu'on lui remet pour que vous sachiez à peu près ce qui a été dit entre elle et nous. Et sachez que vous pouvez toujours nous appeler. Vous n'êtes pas seul en libéral. Au centre, on peut toujours répondre à vos questions. Si vous vous sentez perdu, un peu seul, vraiment, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez nous appeler au centre pour faire un petit compte rendu ou si vous avez des questions sur votre éducation, si vous n'êtes pas sûr, etc. On peut toujours trouver un petit temps pour s'entretenir ensemble. Donc, ouais, après, donc, vous avez le numéro du secrétariat des soins de support souvent dans le dossier des patientes. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter et puis demander à ce qu'on vous rappelle, nous, les kinés, pour nous donner notre avis. Alors, bien sûr, on ne pourra pas répondre dans l'heure, évidemment, mais voilà, il y a même des fois des kinés qui sont venus avec leurs patientes au centre pour qu'on leur montre certaines techniques ou pour les former, voilà, pour avoir un avis. Donc, encore une fois, on ne pourra pas faire ça pour tout le monde. Mais voilà, l'idée de la présentation aussi, c'est de renforcer un peu le lien ville-hôpital, de dire qu'il faut qu'on arrive à communiquer plus. Et ce serait bien qu'on ait aussi, alors je travaille en libéral aussi, je sais ce que c'est, mais qu'on ait accès à vos bilans. Voilà, parce qu'on a régulièrement des patients qui viennent en consultation pour un avis, parce que pour X raisons, il y a des douleurs qui persistent. C'est le médecin de la douleur qui va nous renvoyer la patiente pour avoir un avis sur des brides ou autres, mais on n'a pas de bilan et on ne sait pas ce que vous faites. Et des fois, le discours des patientes peut nous amener sur des choses complètement erronées que vous ne faites pas. Parce qu'elles, donc voilà, essayez de nous transmettre vos bilans, du moins d'essayer de nous contacter. Ça nous aiderait vraiment. Et à poster. Et nous, en retour, bien sûr, on vous enverra toujours nos... Voilà, donc ça, c'était un peu tout le cadre, on va dire, de prise en charge. Donc, la prise en soins post-opératoire, comment ça se passe chez nous? Alors, quand une patiente est traitée au centre ici, quand elle a bénéficié d'un curage axillaire avec une tumorectomie ou une mastectomie, on les voit toujours en systématique en consultation pour expliquer l'impact de la chirurgie qui a été réalisée. On éduque aussi la patiente notamment à la mobilisation précoce de son membre supérieur. On l'informe aussi sur les facteurs qui peuvent être limitants dans les objectifs de rééducation, mais aussi pour la suite de ces traitements. Comme Léo l'a dit tout à l'heure, une patiente qui récupère pas assez d'amplitude, eh bien, peut avoir des
des complications dans ces traitements pour le cancer, notamment bénéficier peut-être trop tardivement de la radiothérapie si les amplitudes ne sont pas retrouvées en temps et en heure. Ensuite, on peut avoir aussi des explications des objectifs principaux de la rééducation libérale, notamment il faut restaurer progressivement la mobilité du complexe de l'épaule. On va aussi lutter énormément contre l'attitude en protection du sein. On voit souvent des femmes après une mastectomie ou une tumorectomie qui ont les épaules enroulées. Donc ça, va falloir faire attention pendant votre éducation à bien traiter contre cette attitude de protection du sein. Pendant vos séances aussi, comme Léo l'a dit tout à l'heure, le traitement cicatriciel est important avec des techniques d'étirement, de mobilisation, mais ça, vous savez faire. Et vous savez aussi repérer, vous, des signes qui peuvent être un peu d'alerte, merci, je cherche le mot, d'alerte s'il y a un écoulement ou si les berges s'écartent, etc. Vous savez que vous pouvez nous les renvoyer. À l'issue de cette consultation post-chirurgie, on leur remet toujours un petit livret d'informations. Comme ça, ils peuvent reprendre les infos qu'on leur a données à tête reposée en relisant tranquillement ce livret. Et le maître mot de notre consultation, c'est de reprendre progressivement les mouvements et il n'y a pas d'interdiction à proprement parler. Voilà. Alors voilà le livret qu'on donnait, mais il est un petit peu vieux maintenant, il date de 2017, alors les précautions ont énormément changé maintenant. Donc voilà l'ordonnance type que vous recevez pour prendre les patientes en libéral. Donc c'est très simple, on retrouve la rééducation du complexe de l'épaule, voilà, mobilisation des cicatrices et surtout faire un travail actif et leur donner un petit programme d'auto-exercice pour les rendre déjà actifs dans leur prise en charge. Ah, je vais laisser Léo pour la suite. Donc, pour ceux qui ont fait les formations, etc., qui se sont un peu rendus à jour sur la rééducation, vous avez bien vu qu'il y a eu une transition vers kiné. Avant, c'était très lymphologique, on va dire. Il y avait un drainage lymphatique systématique du membre supérieur, alors même qu'il n'y avait pas de gonflement. Et c'était très calqué cancer du sein, lymphœdème, œdème. Aujourd'hui, on n'est vraiment plus sur cet aspect-là. Les complications du lymphœdème existent, mais le pourcentage est assez faible, 16%. Alors, je ne sais plus de quand ça date ce chiffre, mais et comme l'a dit notre collègue Frédéric Forestier juste avant, les curages axillaires diminuant, etc., on voit de moins en moins de lymphœdème. Pour être tout à fait honnête, ça fait au moins 5-6 ans qu'on n'a pas vu de lymphœdème au centre à la suite. Enfin, de lymphœdème vrai, on va dire du membre supérieur, lors d'une consultation au centre. On va aller voir surtout sur des anciennes chirurgies chez des patients plus âgés. Voilà. On ne dit pas que ça n'existe plus. On veut juste dire qu'il y a vraiment une transition qui est faite sur la prise en charge. Et aujourd'hui, la prise en charge, elle doit être plutôt active, axée sur la rééducation de l'épaule et sur un retour à l'activité. Activité physique, mais aussi activité de la vie quotidienne. Donc, il y a Jocelyne Roland, qui est une kiné, si vous la connaissez peut-être, qui est très impliquée dans les cancers du sein, qui utilise cette phrase pendant les formations: vous accompagnez une sportive blessée. Voilà. Il faut essayer de voir ça, cette rééducation comme ça. Voilà. Donc, pourquoi remise à l'activité? Là, on a remis des effets secondaires des traitements qu'on retrouve souvent, c'est l'asthénie et le déconditionnement à l'effort. À la suite des chirurgies, radiothérapie, chimiothérapie, l'INCA, l'Institut national du cancer, a répertorié tous les effets secondaires. À chaque fois, on retrouve tout ça. Mais nous, en tant que kiné, on peut agir sur cette fatigue, sur cette asthénie et le déconditionnement. Et donc, ce qu'on veut ajouter, ce que je veux dire par cette diapositive, c'est qu'il faut aller plus loin aujourd'hui que votre rééducation simple de l'épaule ou cicatricielle. Il faut essayer d'amener ces patientes vers l'activité physique adaptée, on va en reparler après, vers des mouvements actifs. Voilà. C'est vraiment important, ça fait maintenant partie de la prise en charge qui doit être proposée. La prise en charge kiné n'est, à notre sens, plus complète si on se cantonne uniquement à voilà. Il faut vraiment réintégrer et amener ces patientes à une activité physique adaptée.
Par exemple, au cabinet, sur les dernières séances, je commence dans la salle de sport, on commence certains exercices. Bien en amont, je propose par exemple, vous voyez, près de chez vous, on a un site internet qu'on va vous donner. Près de chez vous, il y a telle association sportive, est-ce que ça vous plairait? Voilà, quand vous proposez une activité physique, on va en reparler après, on va en reparler. Donc là, ce qu'on veut surtout vous dire, c'est de quitter cet aspect drainage lymphatique. Donc, si vous êtes déjà formé, ça va vous paraître évident, mais comme on le disait ici, c'est une sensibilisation kinés qui ne sont pas forcément formés. Toutes les patientes, on n'est pas sans savoir que toutes les patientes ne peuvent pas avoir accès à un kiné totalement formé sur la pathologie du cancer du sein. Donc l'idée, nous, encore une fois, c'est de dire que tous les kinés sont capables de le faire au début, s'il n'y a pas forcément de complications, etc. Par contre, il faut vraiment arrêter, à notre sens, cette prise en charge uniquement drainage lymphatique du membre supérieur. C'est plus du tout actuel aujourd'hui sur les recommandations. Voilà, et donc comme l'a rappelé aussi juste avant Frédéric Forestier, le drainage lymphatique du membre supérieur, s'il n'y a pas de gonflement, il y a des études qui ont été faites, ça n'a aucun intérêt en préventif. Voilà, donc on en reparlera après. Si j'ai oublié. Donc là, on a mis complications, alors suite de chirurgie aussi. Comme l'a dit notre collègue juste avant, la lymphocèle est plutôt vue comme suite de chirurgie, pas forcément une complication. Enfin, on n'a pas changé, mais on a fait une liste en fait en se disant voilà, ce soir, on s'est mis à votre place, je suis kiné, je ne suis pas formé, je reçois des patients qui ont en post-chirurgie. Qu'est-ce que je dois quand même chercher dans mon bilan et quand est-ce que je dois réorienter et me poser des questions sur il y a quelque chose qui se passe mal en fait, il ne faut pas laisser traîner. La lymphocèle, c'est ce qu'on a écrit en dessous, savoir que ça existe, savoir les reconnaître dans un premier temps. Ce soir, on ne va pas vous former à prendre en charge de A à Z une patiente. Si vous êtes investi à la fin, si vous voulez vous investir plus, à la fin, on a mis je vois la question, des formations, des DU, etc. D'ailleurs, on vous invite à le faire parce que c'est très vaste, donc c'est vraiment intéressant. Mais voilà, savoir les reconnaître, et comme on le répète depuis le début, une fois que vous avez reconnu la complication ou la suite de la chirurgie, vous réadressez en fait les patientes. Mais on vous dit ça parce que beaucoup de fois, on reçoit des patientes de manière inopinée en consultation, qui voient leur kiné et qui malheureusement, on ne peut pas être à jour sur toutes les pathologies. On ne dit pas que c'est une faute du kiné, mais nous, on n'est pas forcément formés sur d'autres. On passerait à côté de choses pour une rééducation de l'entorse ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il faut essayer de reconnaître ces troubles et nous les renvoyer. Donc, la lymphocèle, suite chirurgicale, c'est la complication lymphatique la plus fréquente. Encore une fois, on a insisté sur d'abord la lymphocèle, les thromboses lymphatiques, on va en reparler, et le lymphœdème qui arrive en dernier dans les complications lymphatiques. Et encore une fois, pour souligner que les problèmes de lymphœdème et de drainage, c'est pas du tout la priorité dans cette rééducation. On a encore beaucoup trop de patientes qui viennent vers nous et nous disent chez mon kiné, je fais du drainage lymphatique du bras et c'est tout. L'idée, c'est que pour ceux qui font encore ça, très bien d'être ici et essayer de passer plutôt au reste, de vous dire qu'il n'y a plus d'intérêt au préventif et que même si vous ne faites pas votre drainage du membre supérieur, il y aura pas forcément, vous ne serez pas responsable d'une survenue d'un lymphœdème. Voilà. On le sait très bien. Pendant que j'y pense d'ailleurs, il y a eu des études de fait, j'y pense là sur les lymphœdèmes et l'activité physique. Le fait de pratiquer une activité physique ou d'utiliser votre bras en actif n'est pas pourvoyeur de lymphœdème. Donc c'est important de rassurer aussi, il y a beaucoup de patients qui se disent oui, mais si je bouge mon bras, il va gonfler. C'est totalement faux. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire ça en tout cas. Donc, élément en plus pour ramener les patientes, encore une fois, vers l'activité globale, etc. Donc, ça a déjà été évoqué juste avant. Donc, c'est un sérum, c'est un comblement liquidien, d'une zone de décollement non physiologique. Donc, là, c'est une vidéo qui vient du camp de Backless, parce qu'on n'avait pas de vidéo. C'est une grosse.
que nous on estime être une grosse lymphocèle, c'est pas forcément ce que vous rencontrez souvent, mais ça peut parler à ceux qui n'en ont jamais vu. Donc, vous voyez, il y a vraiment toute la zone. On voit vraiment que c'est poche liquidienne. Alors, forcément, à chaque fois qu'on va vous mettre une photo ou une vidéo, ça va être important, ça va être un cas très. Mais ça, c'est pas si rare que ça au final. Donc là, j'imagine qu'il y a eu ponction à la suite. Et comme l'a dit notre collègue juste avant, à plus de 2 ponctions au centre, parce que, encore une fois, au centre, dans la région, je crois qu'à Caen, ils ne le font pas, enfin, ça va dépendre des cliniques, etc. Et nous, après 2 ponctions, on va mettre en place la ceinture digithorax. Donc la ceinture digithorax, c'est cette ceinture de compression qu'on a mis en photo. Donc là, c'est chez un homme. L'exemple n'est pas forcément... en réalité, c'est plus compliqué à mettre parce que s'il y a une mastectomie d'un côté, vous allez avoir le sein contralatéral qui est comprimé. S'il y a une ptose abdominale, c'est un peu plus compliqué à mettre. Et dans certains cas, on est obligé de faire des bandages manuels. Donc, ça demande beaucoup de logistique, on va dire. Les patients puissent le refaire chez eux. Donc, dans l'idéal, on met ces dispositifs de série. Tout simplement, juste après la ponction, on va leur poser cette ceinture pour que tout simplement elle comprime et que le liquide ne revienne pas dans le comblement à la suite de la chirurgie. Donc 15 jours, parfois un peu plus, et ça fonctionne plutôt très bien. Alors il y a certains cas où ça regonfle quand même, les cas de lymphocèle chronique, ça a été cité juste avant. Mais la grande majorité du temps, donc on n'a pas de chiffres à vous donner, mais on n'a pas de retour de ces patientes. Au bout de 15 jours, on ne les voit plus en fait. Enfin, nous, en tout cas, en consultation clinique, on n'a pas de... Voilà. Donc, on l'a remis, pas de drainage lymphatique du membre supérieur dans le cas d'une lymphocèle. Et comme même si ça a été dit juste avant, même s'il y a un gonflement du bras, c'est entre guillemets pas grave. Il faut déjà traiter la lymphocèle et vous pourrez y revenir. Mais encore une fois, les vrais cas de gonflement de lymphodème, c'est assez à distance et on n'en voit plus beaucoup. Voilà. Donc, je vois les questions, on essaiera de répondre à la fin. Donc, une autre complication, et je dirais que c'est la majorité de nos consultations au centre, c'est les médecins douleurs qui nous envoient pour des avis, pour des bilans d'épaule sur des douleurs. On travaille beaucoup avec les médecins douleurs dans les soins de support. Les chirurgiens aussi, pas les chirurgiens parce qu'ils savent très bien voir les thromboses, mais les soins externes, parfois, régulièrement, nous envoient patientes en consultation face à des douleurs, à la mobilisation du membre supérieur, à l'élévation du bras. Et régulièrement, c'est des douleurs qu'on met en relation avec ce qu'on appelle les thromboses lymphatiques superficielles. Vous avez peut-être déjà entendu parler des brides, des cordes. On a mis des photos après. Alors, physiopathologiquement, il y a des explications, mais à vrai dire, c'est assez empirique. Tout ce qu'on connaît sur les brides, même vous verrez sur le traitement derrière, on n'a pas de certitude ni vraiment de recommandation franche. Mais aujourd'hui, on l'expliquerait par un durcissement du vaisseau lymphatique à la suite de la chirurgie du geste sur le système lymphatique. Ce serait au niveau du vaisseau, une inflammation, une fibrose, et en fait, un tuyau, entre guillemets, le vaisseau qui, à la base, est élastique, se durcit, et donc se durcit et vient tirailler, limiter le mouvement. Voilà, si on veut essayer de donner une explication. Donc, on les retrouve du creux axillaire, on a mis des photos après, parfois au niveau brachial, au niveau de l'avant-bras, et parfois même jusqu'au millimétar, et régulièrement. Et aussi au niveau du thorax. Donc, au niveau du thorax, ça va difficilement se voir chez des patientes un peu en charge, quoi, avec un BMI un peu élevé. Ça va se voir plutôt chez des patientes assez fines. Donc, comment on les met ce qui peut mettre la puce à l'oreille pour des brides thoraciques, c'est des patients qui vont parfois avoir mal à l'inspiration profonde ou à l'inclinaison contralatérale. Par exemple, s'il y a des brides à gauche, inspirer, et puis des fois, ça fait à l'examen clinique, ça peut vous orienter vers l'apparition de
Donc là, c'est des photos, donc c'était chez un homme, c'est-à-dire c'est le seul homme, mais j'avais vu pour des brides, mais je trouve que les images sont très parlantes. Alors là, pour la photo, j'ai utilisé une lumière rasante, forcément. Vous voyez, la lumière, elle est en amont. Évidemment, ça crée des zones d'ombre, on voit très bien. Les brides, ce monsieur, on avait beaucoup. Là, on est au niveau du coude. Donc en fait, ce que vous faites, c'est pendant votre bilan, donc douleur à l'élévation du membre supérieur, que ce soit en abduction ou en flexion, et douleurs à type de tiraillement plutôt d'horaire mécanique, donc c'est-à-dire le repos-soulage, vous connaissez. Voilà. Et donc après, vous allez venir tracter la peau, et souvent c'est vraiment superficiel, et on va voir ces cordes comme ça. Parfois, juste en faisant ça, on entend des petits craquements, ça peut casser tout seul. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Le traitement des brides, dans les dernières formations qu'on a eues, on évite de les casser. Voilà. On évite de les casser parce que ça pourrait recréer des inflammations. Encore une fois, tout ça, c'est au conditionnel, c'est assez empirique. C'est des choses qu'on entend en formation. Et aujourd'hui, on essaie de préserver au maximum les lymphatiques, même s'il y a des brides. Une image que j'ai prise, une image que j'ai repris de Kant, parce que des fois, vous allez avoir des brides comme ça, on a l'impression que c'est dans le prolongement, pas vraiment, mais c'est pas dans ce cas-là, mais des fois c'est dans le prolongement du grand pectoral, ça fait vraiment des gros paquets comme ça. Donc, essayez pendant votre bilan de patient de cancer du sein. Et oui, chose à noter, c'est que ça peut arriver dès J2. Ça, c'est voilà. C'est une suite de une complication, les thromboses lymphatiques, qu'on peut retrouver directement dans les jours qui suivent. Donc, quand vous recevez les patientes au cabinet, souvent avec le délai d'attente, on va dire J7, J14, vous pouvez déjà retrouver ces brides. Donc, si vous retrouvez ces brides et vous ne savez pas les traiter, ce qui, encore une fois, c'est normal si vous n'avez pas fait la formation, vous pouvez nous contacter. On a fait un livret où on essaye d'expliquer un peu, ça c'est un livret que vous avez peut-être déjà reçu, on donne aux patients quand on trouve des brides à l'examen clinique, et c'est à destination du kiné, pour essayer d'expliquer, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Et voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez encore une fois nous contacter, ou si vous avez un réseau, rediriger vers un kiné qui sait le faire. Donc, on ne va pas encore une fois vous dire comment faire, parce que vous allez entendre plein malheureusement de façons de faire. Le plus courant, ça reste quand même les assouplissements, les étirements. Il y a des kinés qui utilisent des physiotapes, des brides, on entend ça aussi en formation. Nous, ce qu'on donne surtout, c'est des exercices d'étirement de la chaîne lymphatique. Et en gros, on parle plus, nous, d'assouplissement. Tout simplement, on va réétirer progressivement les brides. Voilà, on ne va pas venir les casser. Après, au niveau manuel, vous allez avoir plein de choses différentes, mais on ne va pas nous s'étendre sur ça. Donc, dans le cadre des brides, on fait en sorte que sur la prescription, ce soit écrit lymphatique superficielle. Ça ne change rien à la cotation, mais voilà, quand on envoie, on le met comme ça, on est sûr que c'est la même prescription. C'est juste qu'il y a une ligne en plus. Et donc, pas de traitement. On ne va pas aujourd'hui vous donner une recette pour traiter les brides, les thromboses lymphatiques superficielles, hormis ce genre de traitement. De lymphœdème, donc autre complication, ça donc, qui est plus connu, on va pas forcément. Là, il y a beaucoup de chiffres. Bon, c'était juste pour dire que les recommandations, elles datent de 10 ans. Voilà, le chiffre qu'on avait, c'était 16% de lymphœdème. Voilà, il y a toujours plus de lymphœdème dans les curages axillaires et moins dans les ganglions sentinelles, comme on l'a dans la présentation juste avant. Il y a aussi de moins en moins de curage axillaire. Donc ça explique aussi sûrement pourquoi on en voit moins. Et donc encore une fois, pour ceux qui veulent la référence, le drainage lymphatique n'est pas efficace en prévention d'un œdème. Les premières séances, ne perdez pas votre temps à faire du drainage du membre supérieur. C'est pas aujourd'hui, il faut vraiment arrêter avec ça. C'est voilà, un combat, mais aujourd'hui, c'est
c'est ce qu'on retrouve le plus, nous, en consultation. Parfois même des choses un peu plus aberrantes, comme des électrodes sur le bras, enfin, des choses... voilà, il faut arrêter ça. Et donc, voilà, ça c'est juste une donnée supplémentaire. Le surpoids et l'obésité, plus un curage axillaire, favorise plus un lymphœdème. Et donc, pour parler de lymphœdème vrai, voilà, encore une fois, ça ne va pas être un cours de lymphologie. Si vous voulez vous former plus, il y a plein de formations. Mais on parle d'une différence d'au moins 2 cm à n'importe quel endroit de l'intérieur. Voilà, c'est pas bon de dire que c'est un lymphœdème vrai, il est vraiment important. Donc, nous, avec REL maintenant, on travaille avec le CHU de Rouen. C'est-à-dire que on n'est pas forcément, nous les kinés ici, formés au traitement du lymphœdème directement. On va savoir le reconnaître, etc. Mais il y a un service avec qui on s'est mis en relation au CHU. Voilà, c'est un service de lymphologie. Voilà. Et si vous, qui font des traitements d'attaque, dits d'attaque, c'est-à-dire ça va être des traitements de bandage multicouche, de drainage lymphatique, peut-être même pressothérapie. Et en fait, ça va être des traitements sur de courtes périodes pour diminuer le volume. Et après, il y aura prescription d'une contention de type manchon pour maintenir le volume gainé. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'est plus sur des patients qui viennent une fois par semaine chez le kiné pendant 10 ans pour faire un drainage lymphatique qui, au final, ne maintient rien. Ça, il faut aussi, parce qu'on a régulièrement aussi ces retours-là de patientes, ça fait 10 ans qu'elles font une séance de drainage par semaine. D'un moment, il faut essayer d'arrêter ces séances et tout simplement de surveiller. S'il y a effectivement une évolution négative, bah, vous reprenez. Mais il faut à un moment donné éviter de chroniciser les soins de kiné par rapport à ça et plutôt passer par des traitements d'attaque de courte durée et permettre aux patients de retourner à leur vie normale sans avoir besoin d'aller chez le kiné pendant 10 ans. Voilà. Donc, autre complication ou suite de chirurgie qu'il faut regarder dans vos bilans. Encore une fois, ça vient aussi, je crois, de Jocelyne Roland, c'est l'APS, l'attitude de protection du sein opéré. C'est cette attitude en syphose dorsale, en roulement des épaules, et donc regarder les muscles petits, grands pectoraux qui sont régulièrement hypoextensibles, douloureux, et donc manuellement, on ne va pas vous dire comment faire, vous êtes kiné, vous savez comment traiter ça. Allez chercher régulièrement, alors certains disent que ça n'existe pas, les points gâchettes, on n'est pas là pour ça, mais il y a régulièrement des muscles douloureux qu'il faut aller regarder pendant vos bilans, au niveau de la zone, grand pectoral, etc. Ça, je pense que on regarde déjà ça dans son bilan, c'est pas forcément on l'a vu, mais voilà. Ça, par contre, ça va vraiment être une partie très importante pour les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, je vous invite à faire un test de DN4 où c'est 10 questions, réponse oui ou non, de symptômes de douleurs neuropathiques, brûlures, décharge électrique, fourmillement, etc. Et si vous avez un score 4 ou plus, parler de douleurs neuropathiques. Et alors, dans ce cas, donc, essayez d'ajouter ça à votre bilan. Dans ce cas, vous réorientez vers le médecin. Ici, tous les médecins prennent en charge, mais ça va être aussi également les médecins douleurs qui reçoivent beaucoup ces patientes. D'ailleurs, dans la présentation juste avant, ça a été dit. Et pourquoi on vous demande de bien essayer de faire ce test-là pour vos patientes lors du bilan? C'est parce que si ce n'est pas pris en charge assez rapidement, ça va facilement se chroniciser. Et ça va être des patients avec des fourmillements, des coups d'électricité, des douleurs qui vont persister dans le temps et forcément qui auront un impact fonctionnel et sur la qualité de vie. Aussi, chose qu'on voit régulièrement et chose très pratique, c'est les patients qui vont nous dire j'ai le bras qui gonfle sur la face interne du bras, par exemple, on fait la périmétrie, etc. Et il n'y a pas de gonflement en comparatif. Donc, pas de lymphœdème, pas de gonflement. Et on a parfois des kinés qui font quand même du drainage sur simple sensation de la patiente d'un gonflement, alors que c'est probablement une douleur neuropathique. Donc, non seulement la patiente perd son temps à faire un drainage sur une zone,
qui n'est pas gonflé, mais enfin, tout le monde perd son temps. Et ça arrive de temps en temps. Donc, ça arrive souvent, c'est la face interne du bras, face postérieure et face sous-axillaire. De garder ça quand un patient me dit j'ai l'impression que mon bras gonfle à la face interne du bras, par exemple, faites des tests d'hypoesthésie, etc., pour bien voir si c'est pas un trouble neuropathique. Et donc après, globalement, bon, on va pas... Le DN4, je pense que beaucoup le connaissent, mais essayer de l'ajouter. Après, il y a beaucoup de traitements différents. Ça peut être du TENS, de l'électrothérapie qu'on connaît en kiné, jusqu'à des traitements locaux, des patchs, du Qtenda, mais après ça c'est tout un art décisionnel du médecin qui va décider tel ou tel traitement. Là. Autre chose qu'on aimerait que tout le monde puisse ajouter à son bilan, c'est le niveau d'activité physique, on en a déjà parlé, le niveau d'asthénie, de déconditionnement à l'effort. On l'a dit déjà plusieurs fois, l'activité physique, aujourd'hui, ça doit être inscrit dans votre séance. À un moment donné, vous devez au moins en parler ou éduquer la patiente à ça. C'est plus possible de ne plus en parler. Donc, encore une fois, tout le monde n'a pas forcément le matériel ou les connaissances pour proposer un début d'activité physique au cabinet. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est réorienter encore une fois vers des crèmes ou des kinés plus formés. Donc, comment ça se passe? Alors, ça fait un bilan parfois assez long. Vous n'êtes pas obligé vous connaissez les contraintes du libéral, vous n'allez pas avoir le temps forcément la première fois de tout regarder. Mais peut-être deuxième, troisième séance, vous pouvez proposer un autotest, comme on a mis là, des échelles de fatigue qui vont vous montrer le niveau d'activité de la patiente, ou parfois ça se voit tout simplement en discutant, ben voilà, j'ai un mode de vie beaucoup plus sédentaire, je marche moins, etc. Et là, vous avez vraiment un rôle très important à jouer de l'indication de l'activité physique. Comment ça fonctionne au centre? C'est Élise qui a vraiment développé ça au centre. Vous pouvez réorienter en fait vos patientes vers le médecin du sport de Becquerel. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pour une patiente qui suit Becquerel. La médecin du sport, Clara Calino, pardon, qui reçoit les patients le vendredi en consultation. Donc, pour avoir un certificat médical, et en fait, en fonction des limitations présentées par la patiente, donc fonctionnelles sévères et modérées, je vous invite à aller voir le décret de l'ordre qui est sorti en 2016, qui sépare quand un coach APA, un éducateur activité physique adaptée et kinésithérapeute peut agir. C'est là où sont définies toutes les fonctionnalités, les déficits fonctionnels sévères et modérés et légers. Par exemple, je crois que c'est cité, ça doit être un kiné qui doit prendre en charge. Enfin, voilà, il y a vraiment une classification et en fonction de ça, le médecin du sport va orienter vers tel ou tel professionnel et ensuite il y a un interrogatoire pour savoir quelle activité physique voudrait réaliser la patiente. Parce qu'il n'y a pas d'activité physique suivie sans un minimum d'adhésion. Ça aussi, c'est important. Si vous imposez une activité physique qui ne plaît pas, sur le long terme, ce ne sera pas viable. Il faut des objectifs et l'activité physique n'est efficace, évidemment, qu'à moyen long terme. Si on fait une semaine d'activité physique, il y a peu d'intérêt. Prescription médicale, ce que vous pouvez ajouter pendant vos séances, c'est de proposer à la patiente d'aller sur ce site Sport Santé Normandie, qui référence en fait tous les lieux dans la région, en Normandie, qui sont formés à recevoir des patientes en fait avec la pathologie cancer du sein, même plus par exemple. Ouais, donc ça va du tennis adapté jusqu'à l'aviron. Et encore une fois, c'est pour vous dire que le message, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction à mobiliser le bras strictement en post-opératoire, c'est une question de progressivité. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, là vous venez de vous faire opérer, il faut garder votre bras maximum à 90 degrés, quoi que ce soit, non. Vous allez reprendre vos activités progressivement. Exemple, imaginons quelqu'un qui fait d'un instrument de musique, du violon, n'importe quoi.
qui a l'habitude de faire des sessions de 3 heures, et ben on va lui dire dans un premier temps, c'est pas interdit, mais vous allez faire déjà 20 minutes. Et puis s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de signe de gonflement, la fois d'après, vous ferez 1 heure. Voilà. Il n'y a pas de mouvement véritablement. Encore une fois, une progression. Et c'est là où, en tant que kiné, on a vraiment un rôle d'explication de la progression, parce que c'est pas évident pour les patients. Ça veut dire quoi, reprendre progressivement? Ça veut dire jouer sur l'intensité et la durée de l'activité et l'intensité, bah, par exemple pour je sais pas, une course à pied, bah, sa vitesse, enfin, fait tout. Donc ça, ce serait vraiment tout ce qu'on vient de lister, des choses à ajouter à votre bilan, pour les voir précocement et les traiter au plus vite, voilà, pour éviter les chronicisations. Donc là, on a mis quelques exemples de photos. On est allé voir chez nos collègues infirmiers des soins externes, de suite de chirurgie ou de complications. Alors encore une fois, c'est des photos, ça peut parfois paraître un peu, sauf les premières où c'est assez courant. Donc là, il y a une petite lymphocèle, donc rien à voir avec, et encore, rien à voir avec la vidéo qu'on a mise juste avant. Et donc, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est rouge. Et on peut imaginer que voilà, si c'est rouge et chaud, en fait, le message, c'est qu'il faut réorienter. Du moins, si ça n'a pas été vu par un médecin du centre, ou au moins le médecin généraliste, que vous avez une zone chaude qui est non expliquée, il faut vraiment réorienter les patients. Ça peut être une infection. Donc surtout, et voilà, si en plus il y a de la fièvre, vraiment, ça c'est des critères où il faut tout de suite réorienter. Et le drainage lymphatique est prohibé. Surtout pas toucher la zone, il faut déjà avoir un traitement. Voilà. Là, par exemple, c'est une photo de patient que nous, on n'a pas vue, on nous a donné la photo, mais bon, là, il y a un hématome, donc c'est une photo qui est intéressante pour essayer de différencier les zones, on va dire inflammées, rouges. L'hématome, il peut être assez normal. Ça peut arriver. Mais bon, après, des zones, voilà, votre patiente, elle arrive du jour au lendemain, il y a toute cette zone-là qui rougit. Encore une fois, c'est rouge, c'est chaud. Surtout, vous réorientez tout de suite et vous pouvez rééduquer l'épaule, mais vous n'allez pas travailler directement. Il faut que ce soit vu, il faut qu'il y ait un avis médical réalisé. Donc là, c'est une radiothermite. Les soins externes nous ont dit qu'ils en voyaient de moins en moins, de par l'évolution de la radiothérapie, voire même plus en ce moment. Mais c'est des choses qu'on pourrait encore rencontrer. Voilà, c'est vraiment une atteinte cutanée. Et donc là, ce qu'on comprend, nous, en kiné, c'est qu'il va falloir favoriser la cicatrisation. On a déjà eu avec Aurélie des patientes qui, en rééducation, avec des atteintes cutanées comme ça, et la peau est tellement fragile que des fois, vous faites une flexion du bras, ça va tout de suite saigner parce que ça va étirer la zone. Vraiment être très attentif si vous avez encore une fois, c'est rare, mais si vous avez ce genre de... Bon, là, c'est très marqué. Et si vous avez ces zones-là, évitez de venir étirer, il faut quand même avoir une certaine mesure dans vos techniques manuelles et privilégier la cicatrisation. Là, c'était un exemple d'infection, mais ça, voilà, on vous apprend rien. Si vous voyez ça au cabinet, évidemment, vous voyez tout de suite et une prise en soin des soins locaux. Alors après, c'est vrai que pour ça, vous allez peut-être avoir des pansements, vous n'allez pas forcément le voir. Donc c'est là où c'est intéressant quand même de savoir ce qu'il y a sous les pansements. Voilà. Il faut quand même se renseigner auprès de la patiente. Est-ce que sous le pansement, il y a telle ou telle chose? Là, c'est... bon, moi, j'en ai jamais vu, c'est parce qu'on nous a donné la photo, mais des désunions de cicatrices, donc il n'y a pas de recommandation HAS, mais évidemment, là, vous comprenez bien qu'il faut éviter d'étirer dans le sens contraire de la désunion de la cicatrice. Et si ça a été déjà vu par les soins externes, le corps médical,
Ah, mais si ça vient de sur vous, ça m'étonnerait que ça ne soit pas vu, mais si jamais, bah, évidemment, vous réorientez et ça tombe sous le sens. Et donc, ici, donc, on nous a donné cette photo. Je crois que c'est un sein inflammatoire. Donc, si vous avez un sein qui est rouge, qui est chaud, pas habitué. Encore une fois, c'est toujours pareil. Vous réorientez tout de suite et vous n'agissez pas directement sur le sein avant que ce soit vu. Alors, si c'est un sein inflammatoire ou autre, pas toucher, il faut réorienter et puis suivre après les recommandations. Donc, en gros, le message est de dire qu'aujourd'hui, il faut élargir la prise en charge des cancers du sein au-delà du drainage lymphatique vers une prise en charge de rééducation de l'épaule et de la cicatrice plus ou moins. Tous les kinés aujourd'hui peuvent réaliser. On pense vraiment ça ici. En revanche, si vous n'avez pas fait de formation cancer du sein, c'est vraiment intéressant quand même de retenir tout ce qu'on a pu vous lister ici et de réorienter dans le cadre de ces complications. Et surtout d'ajouter, pour avoir une prise en charge complète et globale, l'activité physique à vos séances, à ce que vous proposez. Donc, les réseaux. Il y a un réseau que certains d'entre vous doivent faire partie, j'en fais partie, le RKS, Réseau Kiné du Sein, qui est un réseau qui regroupe des kinés formés pour la en poste pour la rééducation du cancer du sein. Il faut aussi noter que tous les kinés formés pour la pathologie, pour la rééducation du cancer du sein, ne font pas forcément partie du RKS. On invite dans un premier temps toujours les patientes à se renseigner près de chez elles. Il y a des kinés formés et dans un second temps, si les patientes ne trouvent pas ou ont besoin, on réoriente vers le réseau. Ça fonctionne comme ça ici. Après, vous avez Se Reconstruire en douceur qui est des choses. L'AFSOS, c'est l'association francophone des soins oncologiques de support. Vous allez retrouver toutes les recommandations. Ça, c'est bien. On a des recommandations en kiné. C'est quand même pas tout pour toutes les pathologies. Donc, allez voir ces recommandations. La KTL, c'est pour tout ce qui va être lymphologie, on va dire. Et il y a beaucoup d'organismes de formation. Vous avez des DU, il y en a sûrement d'autres, mais le DU de lymphologie à Montpellier, un DU de kiné cancer du sein qui a ouvert à Nantes il y a 2 ans. Il y a beaucoup de... Pas tous les citer, hein, forcément. On a fait les formations de l'IPPP à Paris avec Jocelyne Roland. Il y en a certainement d'autres, mais il existe beaucoup de formations différentes. Et si ça vous intéresse, si vous voulez pousser en fait un peu plus cette rééducation, il va falloir vous former simplement. Voilà, encore une fois, on ne peut pas tout vous expliquer ce soir comment on charge. Petit livret du RKS d'ailleurs, qui est très bien fait, que vous pouvez proposer aux patientes. Elles vont sur le site, elles font une demande. Il y a tout un tas d'explications, des exercices d'auto-rééducation vers l'autonomisation du patient, le travail actif, essayer d'avoir une motivation. Et ce livret est très bien fait. Donc, je vous invite à aller d'abord vous le. Et voilà. On vous remercie de votre attention et puis du coup on va regarder les questions et on va essayer d'y répondre. Je pense que ça commence à avez-vous un bilan type? On n'a pas de bilan type, encore une fois. Pour nous, c'est un bilan kiné, diagnostic kinésithérapie. Vous allez faire un bilan d'épaule. C'est juste qu'avec ça, vous allez y ajouter la recherche des suites de chirurgie connues qu'on vient de citer. Les thromboses lymphatiques superficielles, vous allez voir s'il n'y a pas de gonflement, s'il y a une lymphocène. Après, il y a des bilans qui existent, qui tout sur une feuille. Par exemple, le RKS, je crois, en propose un, Jocelyne Roland en propose un.
pouvez vous-même faire vos bilans. Il n'y a pas un bilan type. Hein, pour nous, c'est un bilan d'épaule auquel vous allez ajouter la recherche de certaines suites de chirurgie qu'on vient de citer. Quel retour de bilan souhaitez-vous exactement? Votre bilan initial qui est normalement réalisé aujourd'hui, enfin depuis quelques années, normalement tu peux répondre. À chaque normalement première séance, un kiné en libéral est censé faire ce DBK. Et pourquoi nous il nous intéresse? Déjà pour voir l'évolution de ne serait-ce que des amplitudes d'épaule, voir s'il y a une raideur qui s'installe, tout simplement. Pour voir si telle ou telle douleur neuropathique était présente au début, et si on les voit 1 mois et demi que c'est encore présent, c'est un drapeau jaune de chronicisation. Enfin, voilà, en fait, votre bilan initial, c'est un J0 entre guillemets de rééduc et qui nous donne. Après, nous, on refait notre bilan et on a l'évolution et on voit si c'est une évolution positive, si ça n'a pas bougé, ou si c'est négatif. Et en fonction de ça, soit on adapte en fait. Tout simplement, on essaie de proposer d'autres choses aux patients. C'est bien d'avoir votre retour du libéral vers l'hospitalier parce que parfois les patientes, comme l'a dit Léo tout à l'heure, elles sont un peu perdues, elles ne savent pas trop pourquoi vous, admettons, vous avez demandé qu'elles nous revoient. Parfois, c'est vraiment difficile de savoir l'objet de la demande de consultation pour les kinés du centre. Donc, avoir votre retour, c'est vraiment un atout majeur pour la prise en charge de votre patient. C'est vrai que ça arrive, on a des patients qui arrivent, mon kiné m'a dit de venir. Mais on ne sait pas. Et on n'a même pas une note. Bon, voilà, un peu. Hein. Encore une fois, on sait très bien les aléas du libéral, la difficulté d'écrire un courrier, etc. Mais au moins, des fois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais même juste un petit mot ou nous décrire la situation et vers quoi vous voulez être orienté ou conseillé, des fois, ça nous suffit. Vraiment, mais un petit lien. Ce qu'on fait avec Aurélie, on fait un résumé. C'est pas la peine forcément de faire un courrier avec mes salutations distinguées, aller à l'essentiel, et puis ça nous ira très bien. Il n'y a pas besoin de. Y a-t-il des formations que vous conseilleriez? On a cité, on n'est pas en rapport particulièrement avec des formations. Évidemment, nous, on est proche de Paris, donc on est allé faire. Voilà. Je pense que le DU de Nantes, on a des très bons retours. Si vous voulez vraiment vous investir, le DU a l'air très bien. Il y a des formations pratiques dedans. Vous allez même jusqu'à suivre des chirurgiens en bloc opératoire. C'est un DU qui a l'air vraiment très complet. C'est ce qu'on a. Alors, en post-opératoire, si pas de lymphocèle, mes bras qui gonflent, pas. Alors, encore une fois, tout ce qu'on dit ici, il n'y a pas de recommandation exacte. C'est très empirique la partie pour nous en tout cas. On n'a pas forcément fait toutes les formations, on n'a pas fait le DU d'infologie. Et tout ce qu'on vous dit n'est pas à prendre à 100%. Mais nous, le message qu'on vous a donné aujourd'hui, c'est plutôt privilégier le traitement de la lymphocèle, priorité, en évitant du coup le panage du supérieur, et ensuite y revenir dans un second temps. Pratique, ça se passe pas forcément comme ça, c'est pas forcément intriqué, c'est toujours un peu. Et voilà, le message qu'on voudrait donner. Compression. Après, compression, je pense que vous entendez le bandage multicouche, BMC peut-être. Ça va être le même principe que le drainage. En fait, le traitement du lymphœdème du membre supérieur en lui-même, pour nous, serait plutôt mis à distance entre guillemets du traitement de la lymphocèle. Il faut qu'il soit objectif. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, parce que des lymphodèmes vrais, c'est difficile d'en croiser. C'est rare. Ouais. Juste pour les brides, je ne sais pas ce que ça veut dire. Lucine Roland préconise systématiquement le CATEC, voilà. Donc, c'est dans cette formation-là qu'on a entendu physiothérapie, qui aurait des bons résultats sur les trompes lymphatiques superficielles. Juste faire attention aux allergies, forcément, à la colle des bandes de tapis. Ça va compliquer forcément, évidemment. Et pas d'électrothérapie sur un cancer en cours d'évolution. Alors, ça c'est
C'est un cours que je donne depuis 3-4 ans, c'est assez récent dans les écoles, sur les contre-indications. Aujourd'hui, si on prend tous les cancers, soit libéral ou au centre Henri Becquerel, il n'y a pas de vérité pour nous sur l'électrothérapie, ça va dépendre du moment où vous prenez en charge le ou la patiente ou le patient. C'est-à-dire si c'est de l'électrothérapie à visée antalgique dans une prise en charge palliative, évidemment que vous allez le faire. Et même au niveau local. Aujourd'hui, si on veut résumer les contre-indications, ça c'est ce que j'ai trouvé dans une revue systématique qui date de 2018 qui résume toutes les contre-indications. En gros, si vous êtes en cours de traitement, si le patient est en cours de traitement curatif, c'est-à-dire qu'il y a un traitement direct sur le cancer, pas d'électrothérapie ou en gros de techniques manuelles locaux régionaux sur le site en fait de la tumeur qui est traitée. Mais là en fait, à la suite d'une chirurgie, ça a été enlevé en fait. Alors la question. Et voilà, du coup, le TENS est utilisé pour les douleurs neuropathiques très régulièrement chez les patients qu'on a. C'est mis en place par les infirmières douleurs sur prescription du médecin douleur. Il y a relativement des bons résultats du gate control, l'électrothérapie. Peut-on voir des œdèmes à retardement plusieurs années après la chirurgie supérieure? Que pense? Alors, on va déjà regarder. Oui, après, c'est ce qu'on dit aux patients, ça peut arriver. Ça m'est arrivé une seule fois, je ne sais pas pour vous, et c'était malheureusement une récidive du cancer de la patiente au niveau ganglionnaire. Donc la patiente est arrivée en consultation avec un lymphœdème 2 ans après, et donc toujours s'interroger quand même sur la survenue plusieurs années après d'un lymphœdème. J'ai appelé là tout de suite, quel réflexe c'est celui qu'on vous donne? J'ai appelé le médecin de la douleur. Un médecin, j'ai réorienté. Et donc, à l'examen clinique, il a été décidé de réaliser une échographie. Et bon, voilà, il y avait une récidive au niveau nerf qui expliquait la survenue du lymphœdème. Bon, c'est pas non plus le grand, mais. C'est vrai que c'est ce qu'on retrouve le plus si ça arrive de nombreuses années après. C'est ça. Ouais. Et les patientes hospitalisées avec des lymphœdèmes en chambre, c'est pas du tout le profil de patiente que vous aurez en libéral. Mais souvent des lymphœdèmes à la suite de compression en fait, métastase. Voilà, mais après ça peut aussi arriver à retardement sans qu'il y ait de récidive. Que penser des douleurs et bradures des années après la chirurgie? Que penser des douleurs et bradures? Concernant les douleurs des années après, ça va être des douleurs chroniques. Donc à notre échelle, faut réorienter vers le médecin de la douleur. Parce que bon, peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez fait les formations sur la douleur chronique, vous savez bien que les douleurs chroniques, c'est des douleurs persistantes, c'est tout un schéma biopsychosocial. Voilà, donc des années après, ça ne va plus être forcément local, mais plus global. Donc là, orienté vers un centre antidouleur. Et les bradures des années après la chirurgie, est-ce qu'il y a eu un traitement d'attaque d'effectué par bandage multicouche, pressothérapie lymphatique? Oui, il a été efficace, pourquoi pas le réeffectuer? Si c'est fibrosé, et là encore une fois, nous, pour ma part, je vais être limité sur les recommandations et je vais plutôt réorienter vers un service de lymphologie. Maintenant, ce qui est bien au CHU de Rouen, dans ce service de lymphologie, justement, vous pouvez aller assister à des ateliers avec vos propres patientes. Si elles sont prises en charge dans le service de lymphologie et que vous voulez apprendre le bandage multicouche pour le faire avec vos patientes, c'est tout à fait possible. Ça marche plutôt bien. J'ai reçu une patiente dans le service 5 avec un œdème mammaire et d'une Laurent. C'est possible. Alors, on ne va pas faire du tout de cas clinique parce que c'est vraiment un terrain glissant. Encore une fois, il faut connaître le moment, le contexte global. Pour ma part, je ne me risquerai pas de donner quoi que ce soit. Et parfois, après là, c'est pas. Et on ne va pas donner d'avis sur simple photo, malheureusement. Le médecin ne connaît pas la cause. Après, si c'est une patiente, par exemple, qui est suivie au centre, forcément, nous, on parle du centre. Vous pouvez réorienter chez nous.
Et on va faire ce qu'on appelle des CMD, des consultations multidisciplinaires, où il y aura l'infirmier, le médecin, kiné. On gagne du temps, plutôt que de faire 3 consultations différentes, on est tous ensemble et on essaye de proposer un traitement. Et, là, par exemple, un œdème, peut-être que la finalité, encore une fois, ce serait de réorienter vers un service plus performant que de l'infologie. Et là, on ne se risquera pas de donner d'informations comme ça. Il y a FL76, c'est une association au Havre ufologie. Oui. Encore une fois, on n'a pas pu citer. Mais voilà, rapprochez-vous des antennes près de chez vous. Envoi du bilan via mail, à qui l'adresse-t-on? Ah oui, envoi dématérialisé, on n'a pas d'adresse sécurisée. On a une adresse kiné. Sinon, vous pouvez le faire par courrier. C'est vrai qu'après, si c'est possible pour vous. Normalement, il faut passer par une messagerie sécurisée. Aujourd'hui, on passe encore en papier, malheureusement. Ou sinon, vous le donnez à votre patiente et elle nous le donne en main propre. Et encore une fois, même si c'est une note de quelques lignes, c'est pas grave. On va pas se dire, vraiment, des fois, un tout petit paragraphe, ça nous suffit. Il n'a pas fait l'effort de faire un courrier, on s'en fiche. On veut juste savoir pourquoi vous voulez qu'il nous rencontre. Comment expliquer une douleur type sciatique quelques mois après l'arrêt des traitements effets secondaires? Encore une fois, avec la clinique, surtout sur sciatalgie, là, Ah oui, névralgie cervico-brachiale. Okay. Ah oui. Au niveau du membre supérieur, du coup, j'imagine, quelques mois après l'arrêt des traitements, c'est encore une fois là, est-ce que ça vient du niveau cervical? Est-ce que c'est n'importe quoi, une plexite radique suite à la radiothérapie? Est-ce que c'est un antécédent? Est-ce que c'est une cause rhumatologique? Ça peut être plus. Ça, c'est dans ce cas que proposer. Là, c'est là, on va quitter un peu notre rôle de kiné. C'est-à-dire qu'on peut faire un examen clinique, de trouver des symptômes et les référer à un médecin, mais là, il faut un avis médical. Et pareil, d'électro proposés sans résultat, c'est compliqué encore une fois. Il faudrait peut-être déjà savoir d'où vient cette douleur et puis, encore une fois, compliqué. Je recommande la formation sur la prise en charge. Oui, c'est une formation effectivement qui est très très bien sur les cicatrices, qu'on n'a pas tous fait ici, mais qu'on va tous faire. On a vraiment des bons retours. On ne fait plus sauter les brides. Non. Aujourd'hui, on évite de les casser. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Massage cicatriciel en période de radiothérapie. Prendre l'avis du radiothérapeute, attention aux produits mis pendant la radiothérapie, surtout si vous voyez la patiente juste avant la séance. Il faut rien mettre sans avis du radiothérapeute. Telle ou telle huile ou telle chose, il ne faut surtout pas. Mais sinon, le massage cicatriciel en soi peut être réalisé. Et s'il y a des troubles cutanés, des unions, évidemment, vous adaptez. Est-ce que le DLM du membre supérieur aggrave le lymphocèle et si oui, pourquoi? On a tendance à dire en pratique que oui. Physiologiquement, ça s'expliquerait du fait que on va il y a un vase communicant, on draine au niveau de la lymphocèle, au niveau du membre supérieur, et anatomiquement, ça agrémente entre guillemets la lymphocèle. Que pensez-vous du rameur et la virose? Comme toutes les activités physiques adaptées, si c'est adapté à ce que veut et la patiente, qu'elle y adhère, qu'il y a des amplitudes d'épaule disponibles, qu'il n'y a pas de douleur et que progressivement le renforcement musculaire le permet. C'est parfait, il n'y a aucun problème, au contraire. C'est une activité où vous allez avoir du renforcement musculaire d'endurance et un aspect cardio-respiratoire qui est totalement recommandé dans les cas de déconditionnement. Quelles sont les recommandations après reconstruction? Alors, les reconstructions, on a très peu de recul, nous, au Centre Henri Becquerel, et sur la rééducation. Il y a des webinaires qui existent et peut-être même des formations, mais c'est encore une autre partie de rééducation. Les reconstructions, vous allez avoir différentes reconstructions, comme on l'a vu sur la présentation précédente, et voilà. On ne pourra pas malheureusement vous donner plus d'informations. À Paris, c'est beaucoup plus développé, la kinésithérapie autour des reconstructions, parce que
assez Beaucoup de partout. cliniques. Il y a beaucoup de cliniques, l'endroit fait que. Dans quel cas faire du DLM, du drainage lymphatique en soi, nous aujourd'hui, on le fait maintenant uniquement quand, dans le cadre d'un traitement d'attaque d'un lymphodème. Vrai, c'est-à-dire avec une pressothérapie, avec des bandages multicouches. Ça peut être fait parfois au niveau de la lymphocèle pour essayer d'aider un peu plus aussi. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité. Si une petite lymphocèle en séance, vous pouvez faire du drainage lymphatique mais vous le faites sur le thorax. assez tout spontanément. Ça. Mais le drainage du membre supérieur, ici, c'est. Voilà, s'il n'y a pas de raison de le faire, s'il vous plaît, arrêtez et rééduquez plutôt l'épaule, proposez de l'actif. Merci beaucoup. Ok, voilà. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Bonne soirée. Merci à tous pour les interventions ce soir. Donc, on va pouvoir clôturer, sauf s'il y a encore des questions. J'avais vu une main levée, mais je crois que la personne a pu poser la question dans la conversation. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On pourra faire suivre aussi, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, c'était une bonne soirée avec de bons échanges. Merci à tous les intervenants. Et puis voilà, on essaiera de vous envoyer un mail avec les replays, puisque du coup, nous avons enregistré les 2 webinaires qui ont été proposés, celui du 4 octobre dernier et celui de ce soir, avec les 2 interventions. Donc, plutôt le centre François Baclès, effectivement, sur le 4 octobre, et puis là, avec le centre Henri Becquerel. Donc, c'est des interventions qui sont très complémentaires et qui mériteraient d'être vues toutes les 2 si vous n'avez pas pu vous connecter sur les 2 sessions. Du coup, on vous enverra tout ça avec quelques. Oui, vous aurez le webinaire, je vois en même temps. Il y aura les diapos, donc il y aura le webinaire, donc vous pourrez les réavoir. Et on essaiera de vous envoyer aussi le lien vers les différentes formations. Je crois que sur le réseau RKS, vous avez quand même un listing des différentes formations qui est proposé. Même s'il n'est pas exhaustif, ce sera quand même une très bonne chose. En tout cas, merci à tous encore et puis bonne fin de soirée. Merci. Au revoir.